Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 dans l'actualité ce soir. Demain, jeudi 5 octobre 2023, marque la rentrée scolaire au Sénégal. L'école sénégalaise ouvre ses portes dans un contexte d'alerte. Inondations, état de délabrement des établissements et la grève des collectivités territoriales. Autant de défis qui font craindre déjà le pire aux parents d'élèves qui doivent aussi faire face à la cherté des inscriptions et des fournitures. Et après, Tivavon Ndiassane s'apprête à célébrer le Gamou dans la ville sainte de Mambou. Tout est fin prêt pour accueillir les fidèles. Et pour cette édition, les enseignements de Cheikh Bou Kounta, Cheikh Boun, Mohamed Kounta seront vulgarisés. Dans l'actualité politique, les avocats de Ousmane Sonko ont déposé ce matin un recours d'annulation de sa radiation des listes électorales au tribunal d'instance de Ziguinchor. Le tribunal a un délai de 10 jours pour se prononcer et en attendant, la Cour suprême du Sénégal sera en audience pour le référé liberté qu'ils ont déposé sur le refus de la Direction générale des élections de délivrer des fiches de parrainage à l'opposant Ousmane Sonko. Je vous le disais tout de suite, le pool d'avocats de l'opposant Ousmane Sonko a déposé ce matin un recours d'annulation de sa radiation des listes électorales au tribunal d'instance de Ziguinchor. Le tribunal a un délai de 10 jours pour se prononcer. Les avocats de l'opposant restent optimistes quant à la suite de cette affaire. L'un d'eux, Maître Djibi Diagne, est avec notre correspondant sur place, Hassan Ba. Donc Ousmane Sonko venait tout simplement de se rendre compte de ce qu'il était radié des fiches, n'est-ce pas, des listes électorales ce vendredi-là. C'est la raison pour laquelle le pool d'avocats que je représente ici a fait un recours par le mécanisme d'une requête aux fins d'annulation de la mesure de radiation. C'est ce recours-là que nous avons déposé devant donc, la juridiction du TI, tribunal d'instance de Ziguinchor, qui a reçu le document avec l'ensemble des pièces y afférentes. Donc voilà ce qui justifie notre présence aujourd'hui ici. Et nous avons la certitude, j'allais peut-être dire que nous avons la conviction que cette procédure va prospérer parce que les moyens que nous avons développés en la forme sont très costauds, tout comme les moyens au fond. Parce que vous savez, au fond, le combat se pose sur la question de la contumace, mais on ne vous en dira pas plus parce que ça reste une stratégie que nous allons développer le jour de l'audience. Ce que je voulais faire comprendre, c'est qu'à partir du moment où le dépôt est fait, notre procédure est recevable parce que le texte nous permet de le faire dans les 5 jours. Si vous calculez du vendredi à aujourd'hui, nous sommes dans les délais. Et le tribunal maintenant est dans l'obligation légale de rendre une décision dans les 10 jours. Vous pouvez donc calculer et savoir d'ici à 10 jours, normalement, il doit y avoir une audience ici à Ziguinchor, au terme de laquelle le tribunal prendra la solution qui convient. Et je pense que la solution qui conviendra sera la solution de la réhabilitation d'Ousmane Sonko dans ces 3. Et nous espérons qu'il sera candidat. Et puis retenez que la Cour suprême sera en audience publique ce vendredi pour un référé liberté sur le refus de la DGE de délivrer à Ousmane Sonko des fiches de parrainage pour l'élection présidentielle de 2024. L'audience publique aura lieu à la première chambre administrative de la Cour suprême selon des sources proches de l'opposant. Et puis justement, parlant de cette élection présidentielle, un nom s'ajoute à la liste des candidats à cette élection. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré. Il a fait sa déclaration officielle ce matin et a décliné sa feuille de route pour 2024. Le voici au micro d'Abraham Bolpouille. Après avoir exercé autant de fonctions administratives et politiques, dont les dernières, Premier ministre et président de la commission de l'UEMOA, m'ont encore permis de mieux appréhender les servitudes de la charge de servir les populations les plus démunies. L'acuité des problèmes qui assaillent ces citoyens et leurs familles, un besoin d'éducation, de santé et, je dirais même, de survie,
ne doit pas nous poser d'être dans une position d'avoir notre responsabilité. Ceci exige également que le porteur de l'espoir de tout un peuple, d'ici quelques mois, ne soit pas dans une position de tâtonnement dans la gestion de l'État. Il ne doit pas non plus être dans une posture de réaction spontanée face aux écueils de la mondialisation, mais plutôt d'action en toute connaissance de cause dès le prononcé du verdict des urnes le 25 février 2024. Je demande aux Sénégalais, sans exclusive, de me faire confiance et de porter le choix sur ma personne au cours de l'élection à venir. Je vous le disais dans les titres, les cours reprennent dans les établissements scolaires sénégalais à partir de demain jeudi. L'école qui rouvre ses portes dans un contexte assez particulier. Inondation, état de délabrement des établissements scolaires, grève des collectivités territoriales. Autant de défis qui font craindre le pire aux parents d'élèves qui doivent aussi faire face, en plus de la cherté de la vie, à la cherté des inscriptions et des fournitures scolaires. C'est un reportage de Sabel Olivia Diagne. Nous avons rencontré Issa Gueye, trouvé à Dieuppeul, en compagnie de ses amis. Ce père de famille craint cette année scolaire et la présidentielle de février 2024. En tout cas, j'ai vraiment peur pour cette année scolaire avec la présidentielle. Tout peut se passer, y compris des tensions qui peuvent perturber l'année scolaire, sans oublier les difficultés que nous rencontrons avec la mairie. À côté de lui, Cher Ngom, père de 4 enfants, cette crainte d'une année instable se lit sur son visage. Il a même multiplié les allers et retours à la mairie de Yarar. L'élection approche, l'année scolaire risque de subir des perturbations. C'est vraiment stressant. Je ne cesse de faire des va-et-vient à la mairie pour les extraits de mes enfants. Dans les rues de Niary Tally, nous rencontrons un autre père de famille, tenant son enfant à la main. Pour lui aussi, cette année scolaire est déjà problématique. On a peur pour nos enfants car il peut y avoir encore des troubles. Moi, j'ai la chance, je n'ai pas de problème de papier actuellement. La rentrée scolaire est prévue ce jeudi 5 octobre pour les élèves, mais c'est déjà l'inquiétude chez les parents d'élèves avec la grève des travailleurs, des collectivités territoriales, mais aussi l'année électorale. Et pendant ce temps, 148 jeunes assistants ont été formés pour lutter contre la fraude dans les passations de marchés publics. Ils ont fait leur formation à l'Institut de régulation de la commande publique. La directrice de la formation et des appuis techniques de l'IRCOP insiste sur la politique de professionnalisation des acteurs de la commande publique et surtout sur la transparence. Je vous propose de l'écouter. Pour nous, c'est un grand moment, n'est-ce pas, puisqu'elles nous permettent de construire, de donner forme à notre politique de professionnalisation des acteurs de la commande publique, qui nous permet d'avoir 3 métiers, les assistants en passation de marché, les inspecteurs en passation de marché et les contrôleurs en passation de marché, comme le veut la charte de compétences que nous avons bâtie sur plusieurs années. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour. Et nous célébrons donc avec tous ces assistants qui ont fait 6 mois de cours, 120 heures pour aboutir à ce résultat. Au niveau de l'autorité de la commande publique, il y a un deuxième axe stratégique qui constitue les défis à venir. Et pour nous, nous devons aussi contribuer, au-delà des formations, à renforcer l'employabilité des jeunes. Il est important que cette masse critique de jeunes diplômés, donc ici c'est des diplômés Bac+, 3, que nous puissions les aider à trouver de l'emploi comme le suggère un peu donc le chef de l'État et également comme le suggère l'État du Sénégal en général. La commande publique est un accompagnement, est un instrument d'accompagnement des politiques publiques.
il était important donc pour nous de renforcer leur connaissance déjà en réglementation, je l'ai dit, en procédure, aussi bien en passation de marché qu'en partenariat public-privé. Mais nous avons également pour objectif de renforcer un aspect qui nous tient beaucoup à cœur, qui s'appelle le savoir-être. La violation, il faut derrière ce mot de violation des procédures, on peut dire beaucoup de choses. Il y a des violations volontaires qu'on peut classer sous les registres de la fraude, mais il y a d'autres types de violations qui sont par méconnaissance. Je viole parce que je ne sais pas. Et donc, au niveau de l'autorité de la commande publique, nous nous sommes toujours efforcés d'accompagner les acteurs de la commande publique, comme le veut notre décret. C'est notre mission d'accompagner. Donc, cette dimension pédagogique, elle est importante pour nous, elle est même primordiale. Parce que, avant de réprimer, apprenons. C'est notre stratégie. Alors à présent à Touba, où le quartier Ndamatou, toujours sous les eaux pluviales, les habitants de ce quartier périphérique de la ville sainte n'en peuvent pas de ces inondations. Ils étaient dans la rue pour attirer l'attention des autorités. Plus de détails dans cette correspondance de Gorandaklo et Tchernofaï. Kër Baylahat ñaari kapteer yoonu Daaru des sous-quartiers de Ndamatou. Ici, bon nombre de familles dorment à la Belle Étoile, une situation due aux inondations et qui perturbe la quiétude des habitants de cette localité. Ndamatou li seen jafe-jafe mooy ndox mu bari te nu ñàkk ay canal. Depuis des années, nous vivons dans ces conditions. L'eau de pluie a envahi nos maisons et nous n'avons pas où aller. Nous n'avons plus de foyer et nos enfants ne vont plus à l'école. Je pense que les autorités n'ont pas vu les conditions dans lesquelles nous vivons. Hier, j'ai sauvé un enfant qui se noyait. Selon toujours les habitants de Ndamatou, le danger guette la vie des milliers de familles. Nos jambes sont enflammés car nous pataugeons dans les eaux. Et pire, il y a de l'électricité souterraine, ce qui est un réel danger permanent, sans parler des fosses septiques. Ainsi, les habitants de Niari Kafter réclament des canaux d'évacuation des eaux pluviales. Tout ça est dû à un manque de canalisation. Nous avions sollicité l'aide de Touba Tchakanam, mais nous n'avons pas toujours eu gain de cause. Face à la presse, les habitants de Ndamatou sollicitent l'aide du guide religieux pour résoudre définitivement l'équation des inondations dans la capitale du mouridisme. Et après 3 jours d'échanges entre acteurs de l'enseignement supérieur, la conférence internationale sur l'assurance qualité a bouclé ses travaux co-organisés par l'ANAQ-Sup, l'agence universitaire de la francophonie et le réseau africain francophone des agences nationales d'assurance qualité. Cette conférence vise à proposer un espace africain d'analyse des pratiques émergentes et d'innovation dans l'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Il est sorti de ces 3 jours d'échange la nécessité de créer des instituts de formation à distance dans les pays francophones. Voici à ce propos le secrétaire exécutif du Conseil du Comité national de l'ANAQ-Sup, le professeur Lamine Gueye. Les pratiques, c'est pour les universités classiques qui travaillent sur la base du présentiel, c'est de créer des instituts de formation à distance qui prendront en charge l'enseignement à distance. Parce que ce sont ces instituts qui pourront faire des renforcements de capacité des enseignants, ce qui est incontournable en matière d'enseignement à distance. Ce sont ces instituts qui vont gérer les infrastructures numériques, qui sont aussi incontournables pour l'enseignement à distance. Ce sont ces instituts aussi qui vont gérer les productions pédagogiques nécessaires à l'enseignement à distance. Ces 3 critères réunis, l'enseignement à distance se développe assez rapidement. Maintenant, quand il s'agit d'une université qui est totalement dans le numérique, avec une partie faible de présentiel, parce que ça aussi c'est contournable, je crois que le modèle que nous avons développé au Sénégal est aussi une bonne pratique. C'est-à-dire avoir un cœur de cette université avec des espaces numériques disséminés sur tout le territoire national qui permet aux étudiants de rester sur place mais de suivre les cours. Je crois que c'est une bonne stratégie aussi.
Et le RAFANAC, le réseau africain francophone des agences d'assurance qualité, a profité de cette conférence pour tenir son assemblée générale. Il a été retenu après la mise en place du bureau, la création d'une fédération ouverte au réseau non francophone. Explication Montaga Khan et Mamadouba. Le RAFANAC, réseau africain francophone des agences nationales d'assurance qualité, a profité de cette conférence internationale pour tenir son assemblée générale. À en croire son président, le bilan est positif. Nous avons d'abord fait le bilan de nos activités et il est heureux de voir que la feuille de route que nous avions retenue l'année passée, 2022-2023, a eu de très bonnes avancées, de très bonnes réalisations. Chaque pays aussi a fait le point. Et ce qui nous rassure, ce sont les avancées extrêmement importantes au niveau de chaque pays. Aussi bien aux pays qui ont des agences nationales d'assurance qualité, on le voit par l'appui de leur autorité de tutelle, de leur gouvernement, mais aussi l'appropriation que la communauté universitaire, notamment les enseignants, se font de l'assurance qualité. Face à la volonté d'autres pays non francophones de participer à cette dynamique, il a été retenu de mettre bientôt sur pied une fédération les incluant. Tous les pays francophones plutôt veulent déjà avoir un statut de membre, mais d'autres pays se sont exprimés qui sont anglophones, les pays lusophones s'expriment et il est logique qu'il faut aller vers la mise en place d'autres réseaux tels que le RAFANAC. Ça a commencé. Notamment en Afrique de l'Est, le réseau a été créé récemment avec les échanges du RAFANAC. Le réseau lusophone est en instance d'être créé. Et puis, vous le savez sûrement, la 6e édition du Forum Galien Afrique s'est ouverte hier à Dakar. Et pour le 2e jour de ce forum, les débats ont tourné autour des innovations sociales et technologiques dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Plus de détails avec Anna Dabassène. Scientifiques, chercheurs et étudiants africains se sont réunis autour de la question de la technologie dans le domaine de la santé. L'intervention du docteur Adam Selamnia était attendue au Forum Galien. L'entrepreneur digital au Luxembourg a abordé le thème consacré à l'innovation. Il estime que le partage est indispensable dans l'expansion de la créativité des jeunes. Il prend pour exemple le modèle TED. Je vais reprendre juste un modèle dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le modèle américain qui s'appelle TED. Il y a Technology, Entertainment and Design. Et TED est né aux États-Unis de la volonté des étudiants de l'université de Stanford de partager un savoir. Ce sont les meilleurs étudiants, ils font parmi les meilleurs étudiants des États-Unis, avec peut-être les meilleurs professeurs des États-Unis, dont une partie sont prix Nobel. Et ils avaient dans l'idée de partager ce savoir dont ils pensaient qu'il était un peu confisqué pour eux. Et ils ont créé cette plateforme qui s'appelle TED et ils ont mis à disposition dans un premier temps leurs cours et qui est devenue ensuite cette grande plateforme internationale qui a permis vraiment de démocratiser un grand nombre de sujets. Ici, l'objectif est de pousser les jeunes au-delà des diplômes, selon le professeur Ibrahima Seck, président de la commission scientifique Galien. Il revient également sur l'importance de l'intelligence artificielle dans la médecine. Leadership du juste xam-xam am na savoir-faire ak savoir-être moo tax jikko. L'intelligence artificielle est à la mode. Tout est Internet aujourd'hui. Il faut qu'on les forme là-dessus. Cette formation repose sur l'innovation. Cela va grandement contribuer à la lutte contre les maladies non transmissibles. Day tax xeex bi ñuy xeex pour les maladies non transmissibles day gën a am solo. Tous derrière la jeunesse estudiantine à travers une formation et un soutien pour impacter toute la jeunesse et répondre à la question de l'innovation au profit des maladies non transmissibles. Après Tivavon, Diassane s'apprête à célébrer le Gamou dans la ville sainte de Mambou. Tout est fin prêt pour accueillir les fidèles. Et pour cette édition, les thèmes tournent autour des enseignements de Cheikh Boun Mohamed Kounta, Isidéra Alexandre Sen et son Mafal. Cette 141e édition du Gamou de Ndiassane marque la première célébration du Maulid en tant que Khalif pour Cheikh Bou Sidi Mokhtar Kounta. Durant cette nuit, la méthode d'éducation et d'enseignement de Cheikh Bou Mohamed Kounta sera revisitée. Méthode d'enseignement et d'éducation de Cheikh Bou Mohamed Kounta.
liñ ci bëgg a wax rek mooy ku gis àdduna bi ni mu jaxasoo rawatina réew mi nga xam ne lañu dëkk muy réewu Sénégal di réewu naataange di réewu jàmm di réewu orma dañoo jékki-jékki gis ay xewit yu bees yoo xam ne mën nañoo wax ne dañ koo jéggi ndax Sénégal kenn xameewu ko woon yenn ñàkk teggin yi nga xam ne ñi ngi commencé di ko fi gis ci jàmm ci salaam nga xam ne dugaloon na ko ci seen biir ba kenn du xas sa morom kenn nit du ŋaññi sa morom loolu la bëgg rek indiwaat. Du comité local de développement en passant par le comité régional de développement et la réunion avec les services du ministère de l'Intérieur, le comité d'organisation semble réunir une bonne partie des conditions pour un bon Gamou. Ouais, en passant par la réunion nationale initiée par le ministre de l'Intérieur, avec les services techniques, vraiment, tous les engagements ont été respectés et les mesures vraiment ont été respectées, en commençant par du plus haut sommet de l'État jusqu'à toute l'administration. Ils ont pris les mesures nécessaires pour faire ce Gamou, 740e édition, dans les meilleures conditions. Ndiassane grandit et les infrastructures routières ne suivent pas. Une dégradation des routes pas digne de ce foyer religieux, à entendre Seydi Hamza Kounta. Oui, malgré quelques couacs notés sur la distribution de l'eau, et un peu la baisse de pression et parfois des coupures. Sinon, du côté de l'Ageroute, il y a aussi des manquements sur le côté des routes de la voirie. Parce que Ndiassane grandit sur tous les côtés. Et dans les années qui vont venir, tous les Gamous vont se dérouler du période de l'hivernage. Pendant ce temps, à Kaolack, un projet dénommé Sensouf vulgarise le nouveau décret portant affectation des terres du domaine national, une réforme sur le droit collectif des terres du domaine national qui vise à harmoniser les textes sur les conditions d'affectation de ces terres. Le nouveau dispositif a été présenté aux collectivités territoriales lors d'un atelier organisé à Kaolack par Sensouf. Plus de détails avec Sekou Diallo et Astumbaye. La loi numéro 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national en son article 8 sur les affectations des terres est modifiée par l'article 3 du décret numéro 72-12-88 du 27 octobre 1972 qui pose les conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national et à son tour modifiée par le décret 2022-2307 du 30 décembre 2022. Avant ce décret, il y avait le décret 72 qui définissait les conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national, mais qui prévoyait que ces terres ne pouvaient être affectées qu'à deux catégories juridiques, c'est-à-dire une personne physique individuellement prise ou une personne morale seulement. Donc ça laissait en rade une réalité sociale sénégalaise qui correspondait mieux à la pratique du foncier du domaine national. Donc c'est une forme de corriger une incohérence par rapport à la stratification sociale et à l'utilisation du terre du domaine national. Donc c'est pourquoi ce nouveau décret a permis désormais d'affecter les terres du domaine national à plusieurs personnes physiques non constituées en groupement, mais également à plusieurs personnes morales non fusionnées. Ce qui permet aujourd'hui de prendre en compte les réalités comme la famille et autres dans la formalisation et dans les affectations des terres du domaine national. Pour plus d'appropriation du décret par les populations et les collectivités territoriales, un atelier était organisé à Kaolack par le projet Sensouf. L'objectif, c'est tout simplement de permettre à une famille, par exemple, de pouvoir disposer d'une délibération collective. Aujourd'hui, nous tenons tout simplement à ce que les exploitations familiales puissent être davantage protégées. C'est ce qui a motivé aujourd'hui la prise de ce décret en 2022 par le chef de l'État et qui aujourd'hui, grâce à la coopération allemande, nous permet aujourd'hui de nous réunir et de pouvoir en discuter, de saisir les enjeux et de voir éventuellement quelles pourraient être les contraintes dans l'application de ce décret. Les élus locaux comptent accompagner le processus de vulgarisation du décret jusqu'à toucher toutes les couches de la population. Une nouvelle politique pour l'exploitation des minéraux stratégiques, c'est ce que veut mettre en place la Société des mines du Sénégal. Cette nouvelle stratégie devrait permettre, selon le directeur général de la SOMISEN, de mieux assurer la transition énergétique. Docteur Ousmane Sissé, que je vous propose d'écouter. Faire de telle sorte que les ressources minérales de notre pays et la recherche soient accentuées. Et surtout dans le cadre donc, de ce qu'on appelle les minéraux stratégiques, que l'État du Sénégal soit au cœur donc, de cette politique. Vous savez, les questions de transition énergétique
sont liées à l'approvisionnement en certains minéraux, des minéraux qui sont dits stratégiques, le lithium, le cobalt et autres. Alors le Sénégal est doté de ces ressources. Nous avons réuni donc ici d'éminentes personnalités dans le domaine, des professeurs à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'Institut des sciences de la Terre et également d'autres partenaires techniques des sociétés minières pour échanger sur ce modèle de coopération et ces stratégies qu'on devrait mettre en place pour développer ces ressources. Et nous pensons que c'est un grand pas qui a été fait dans le sens que déjà nous avons à partir donc des informations qui ont été fournies et sur les projets de développement de la SOMISEN, identifier des zones, des provinces donc, géologiques qui sont assez importantes, qui ont un potentiel assez important en lithium, en cobalt et en produits en terres rares, qui devraient faire l'objet peut-être de coopération avec le secteur privé national, avec les entreprises minières, afin de les développer. Et c'est cet élément qui met en terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur notre site internet media.sn. Bonne suite des programmes.